Voilà, en pratique, on ne peut pas être exhaustif, hein. Je vous donne des exemples, et puis après, des attelles, il y en a autant que d'orthoprothésistes, de médecins. Chacun a ses habitudes, et puis surtout, on essaye de s'adapter à chaque enfant et de faire preuve de créativité. Il faut que vous connaissiez les différentes solutions techniques, et on propose en fonction des demandes de chaque enfant et des objectifs de la tolérance. Les orthèses de marche, on en reparlera de façon pratique, mais schématiquement, on va utiliser essentiellement des orthèses suropédieuses, et le choix du type d'attelle, ça repose sur une analyse précise de la marche par la classification de Roda et Graham. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je vais juste vous montrer un petit peu en quoi ça consiste, mais globalement, on recherche deux types d'effets. L'effet principal, c'est l'effet anti-pied tombant, donc relever le pied, c'est l'effet releveur, en phase oscillante, pour éviter l'accrochage de la pointe du pied. Cet effet anti-équin, donc c'est anti-pied tombant en phase oscillante, et ensuite, en phase d'appui, le fait de limiter l'équin, ça va limiter soit le flexum de genou, mais surtout le récurvatum au niveau de genou. On a vu qu'une des façons de s'adapter à une hyperextension, c'est de partir en récurvatum. Et donc, avec une attelle postérieure, mollet-plante, on va limiter le pied tombant en phase oscillante, et on va également limiter le récurvatum parce qu'on va limiter la flexion plantaire au niveau du genou. Et donc, si on positionne la cheville en légère flexion dorsale, eh bien, on va mécaniquement limiter le récurvatum au niveau du genou. L'autre type d'effet qu'on peut rechercher, c'est un effet anti-talus. Je vous ai parlé du risque d'effondrement, et que l'enfant en position debout parte en talus. S'il part en talus, il se met en flexion au niveau des genoux, au niveau des hanches, et je vous ai expliqué que ça, sur le plan énergétique, c'est énormément coûteux, et qu'on doit dépenser davantage d'énergie pour arriver à se redresser. Et donc, dans ce cas-là, ce qu'on va proposer, c'est des attelles hélicoïdales ou antérieures, donc qui sont antérieures, qui viennent appuyer au niveau de la tubérosité tibiale, en sous-rotulien, et qui ensuite vont passer en postérieur. Je vais vous montrer sur une photo après ce que ça peut donner, pour limiter la flexion dorsale de cheville. Puisque je vous ai dit que on peut se dire, si on veut limiter la flexion au niveau du genou, on fait une orthèse cruropédieuse. Mais je vous ai expliqué tout à l'heure que cruropédieuse, tout de suite, c'est encombrant, c'est lourd, c'est gênant. Et du coup, on va gêner d'un côté la marche qu'on voudrait essayer d'améliorer. Et donc, on va essayer d'avoir cet effet anti-talus indirectement en limitant la flexion dorsale de cheville. Quand vous marchez avec des chaussures de ski, vous êtes rigide au niveau de votre cheville, et du coup ça va limiter la flexion ou l'extension. Pour la chaussure de ski, le but c'est de vous permettre au contraire d'être fléchi en avant en mettant le pied en flexion au niveau de la cheville, mais ça vous permet bien d'avoir une position qui soit davantage fléchie. Si on limite cette flexion par un appui antérieur, et bien du coup, indirectement, on va obliger l'enfant à se redresser au-dessus. Et par le même temps, on va aussi limiter la flexion plantaire et donc limiter le pied tombant. Et donc, on a un double effet, anti-talus en phase d'appui qui va permettre un meilleur redressement au niveau du genou, et donc du coup avoir un rôle biomécanique de redressement et permettre à l'enfant de moins dépenser d'énergie pour se redresser, s'il a un quadriceps qui est un petit peu faible, et également limiter la flexion plantaire en phase oscillante et limiter le pied tombant. Et après, ça peut être des attelles de série ou quand même le plus souvent sur mesure ou sur roulage, et ça peut être des attelles articulées ou bien des attelles carbone, des attelles en PE, enfin après il y a plusieurs types de modèles qu'on peut utiliser.
Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais la classification de Rhode-Diagram dont je vous parlais définit plusieurs types de marches, avec l'enfant qui a juste un pied tombant, l'enfant qui, en phase d'appui, reste sur la pointe des pieds, l'enfant qui a tendance à se mettre en récurvatum de genoux, qui au contraire marche genoux fléchis, donc ça c'est chez les enfants hémiplégiques, hein, et l'enfant qui va avoir des troubles d'adduction, de rotation au niveau de la hanche. Et puis chez l'enfant diplégique, donc une autre classification, il va pouvoir marcher sur la pointe des pieds avec un genou normal, marcher sur la pointe des pieds avec le genou fléchi. On va avoir un autre cas de figure qui est l'équin apparent, c'est-à-dire que on le voit marcher sur la pointe du pied, mais si on regarde bien, il n'est pas en flexion plantaire au niveau du pied, et c'est parce que le genou est fléchi qu'il décolle l'arrière du pied. Donc c'est un cas de figure un petit peu différent du cas où on a un équin plus une flexion au niveau du genou. Et puis la marche en crouch dont je vous parlais tout à l'heure, où le pied, et ça c'est plutôt une évolution dans le temps, où petit à petit les muscles postérieurs vont avoir tendance à s'allonger et l'enfant ne va plus avoir la force nécessaire au niveau du triceps pour se redresser, et donc il va avoir tendance à s'effondrer en talus, en flexion au niveau du genou et en flexion au niveau de la hanche. Plusieurs types d'attelles, une attelle de série standard, releveur mollet plante, qui peuvent dépanner au tout début ou bien pour faire l'essai. Chez un tout petit enfant, parfois ça peut suffire. Chez un hémiplégique, par exemple, qui a juste un pied tombant, parfois ça peut être suffisant, au moins pour commencer. Là, on a une orthèse mollet plante classique, mais articulée, avec juste une articulation de Gillette ou une articulation de Tamarack, pour permettre une certaine mobilité, et puis une butée postérieure pour permettre de limiter la flexion plantaire. Et puis là, ici, on a des attelles carbone sur moulage avec du coup un effet un petit peu de restitution d'énergie au niveau de la lame postérieure. Et là, on ne voit pas bien sur la photo, mais on a un moulage du pied qui permet d'avoir un effet anti-valgus et de restaurer l'arche interne. On utilise assez rarement chez les enfants hémiplégiques, mais parfois on peut en avoir besoin quand il y a un varus, une orthèse de type Saint-Genis avec un mât interne, un mât médial, une articulation interne sur laquelle on a possibilité de régler la butée antérieure, la butée postérieure, pour régler le secteur de mobilité. Ça, c'est l'attelle dont je vous parlais tout à l'heure, avec une attelle anti-talus, avec un appui sous-rotulien, qui va permettre, donc là, ça s'enfile comme une botte, comme une chaussure, hein, avec une lame postérieure en bas, et puis on passe sur les côtés, et on a un appui antérieur en haut, donc avec sur le principe quelque chose d'hélicoïdal. Et sur le plan biomécanique, ça va limiter la flexion dorsale, et du coup ça va permettre, au moment où l'enfant appuie, d'entraîner un déplacement vers l'arrière du centre de pression et de restaurer l'intégrité du couple fléchisseur plantaire extenseur de genou. C'est-à-dire que le fait de limiter la flexion dorsale, ça va provoquer un moment de force en flexion plantaire qui va, au niveau du genou, entraîner un moment extenseur et favoriser ainsi le redressement au niveau du genou. Et donc ça correspond aux enfants diplégiques qui ont tendance à marcher soit en faux équin, soit en crouch, pour permettre d'induire un redressement. Et vous voyez que en phase oscillante, on a quand même également un effet anti-pied tombant, un effet releveur. Je vous ai mis pour mémoire des attelles cruropédieuses, mais je vous ai dit qu'on les utilisait assez peu parce que
ça limite quand même pas mal les possibilités fonctionnelles, mais voilà, des attelles rigides comme ça chez des enfants qui ont tendance à marcher en crouch, surtout après des injections de toxines ou après des plates, quand on veut essayer de favoriser le redressement, ben, ça peut être utilisé de façon transitoire. Et puis ça, c'est des attelles dérotateurs au niveau des hanches de type swash, donc ça c'est du sur-mesure, qui sont assez peu utilisés en France, c'est plutôt dans les pays anglo-saxons. Ce qu'on peut utiliser comme attelle dérotateur, c'est des attelles souples, en néoprène avec cuissard et une pièce pelvienne, et ensuite des bandes qui viennent en arrière du grand trochanter et qui permettent d'entraîner un effet de dérotation. Je vous montre juste après sur une vidéo l'effet qu'on peut avoir avec ce type d'attelle. Et puis, dans l'appareillage des membres inférieurs, last but not least, sur les appareillages de marche, l'appareillage des pieds, je vous en ai parlé, donc le but c'est de prévenir les déformations orthopédiques en améliorant la stabilité de la station debout. Et donc on est surtout dans du préventif, et c'est que dans les cas de déformation importante, de déformation fixée, qu'on va être amené à proposer des chaussures sur mesure. En cas de pied plat valgus, déquin valgus, puisque je vous ai dit que c'était le cas le plus fréquent, on va s'efforcer de réduire le valgus et l'éversion, et donc ça va pouvoir être soit coque talonnière sur moulage, soit orthèse plantaire. Et face à une déformation du pied, la démarche clinique, c'est toujours, pour savoir ce qu'on va proposer, de voir si c'est réductible ou non. Et schématiquement, quand on a quelque chose qui est réductible, ben on va essayer de le réduire par orthèse plantaire supinatrice, dans le cas d'un valgus, ou coque talonnière. Et dans les cas dans lesquels c'est fixé, où on arrive trop tard pour prévenir la déformation, et ben, on va compenser et essayer d'améliorer le confort et de compenser par une meilleure répartition des charges et en venant proposer un positionnement du pied qui soit optimisé, mais où ça va être d'un seul bloc parce qu'on sait qu'on ne peut pas réduire. Et donc je vous montre ça parce que c'est vraiment primordial que vous intégriez une correction du pied dans vos appareillages orthétiques. Donc là vous avez une paire d'orthèses plantaires qui sont similaires les deux, mais donc vous en avez une de face, une de profil, pour un pied plat valgus, où le principe c'est que on a une bandelette supinatrice médiale qui vient jusqu'en rétrocapital, jusqu'en arrière de la tête de M1, et avec une hauteur, vous voyez, assez importante, et en plateau, c'est-à-dire qu'on n'a pas juste une hémicoupole interne, mais on vient vraiment très loin, et c'est qu'au dernier moment, quand on arrive en rétrocapital, qu'on descend. Et donc on a un coin supinateur postérieur, avec un anneau calcanéen pour bien loger le calcanéum, pour pas que il ait tendance à glisser et à partir malgré la correction qui est appliquée. Et alors là, avec les reflets, on ne voit pas très bien, mais je vous montrerai durant les séances pratiques à quoi ça ressemble pour que vous puissiez toucher. Là, on a une bandelette supinatrice médiale, donc ça part par un coin supinateur postérieur, et puis ça s'élargit petit à petit pour venir sous les deux premiers rayons, et on a quelque chose qui part pas comme ça, mais qui est en plateau et qui vient ensuite diminuer. Donc ça c'est pour les orthèses plantaires. Et puis on peut proposer aussi une coque talonnière sur moulage qui répond au même rôle, mais dans les cas dans lesquels il y a une dystonie importante ou au contraire un effondrement majeur, avec une orthèse plantaire qui agit que par un appui sous le pied, parfois c'est insuffisant. Et une coque talonnière, on a un effet 3 points, où on va venir pas seulement appuyer dessous, mais latéralement au niveau du bord interne du pied, avec un contre-appui latéral. Et pareil, dans la mesure où le pied il a tendance à partir en valgus, et ben, on va venir exercer un appui
au niveau de la base de M5 et un contre-appui de l'autre côté. Et donc on a un effet 3 points dans les 3 plans de l'espace. Vous comprenez bien que du coup on corrige beaucoup mieux les déformations importantes au niveau du pied. Là de l'autre côté on a fait une coque neutre pour une petite fille qui était hémiplégique. Donc ça, une coque talonnière, le plus souvent c'est les podos qui les réalisent. Mais sauf que dans la telle que je vous ai montré tout à l'heure, chez un enfant qui avait une diplégie avec un équin valgus, avec une orthèse antéro-postérieure, et il avait une coque qui faisait partie intégrante. Et donc ce type de coque, on les intègre dans des attelles de marche. Et donc c'est quelque chose qu'il faut que vous sachiez faire. Pour vous montrer un petit peu comment ça se présente, donc un pied équin valgus comme je vous en ai déjà montré. Là on voit le valgus en vue postérieure et en vue antérieure on voit que tout l'appui se fait sur le gros orteil. Ça à la longue, si on le laisse évoluer, ça va entraîner un hallux valgus qui va se fixer. Et puis on voit très bien le rôle du long fibulaire latéral qui vient en latéral, qui passe sous le 5e méta et qui ensuite vient s'insérer sur le premier rayon et en tirant sur le premier rayon vient avoir un effet pronateur important avec les derniers rayons qui décollent complètement. Et donc là, c'est juste pour vous permettre de visualiser un petit peu l'effet, mais c'est sûr que quand c'est pas dans la chaussure, la réduction n'est pas parfaite, mais vous voyez quand même que ça permet de rétablir un appui plantigrade au niveau du pied. Parfois, c'est un petit peu compliqué de rentrer ça dans des chaussures du commerce, et donc on peut avoir recours à ce qu'on appelle des chupes, c'est-à-dire des chaussures à usage permanent, qui sont des chaussures avec des caractéristiques particulières, qui sont à tige montante, avec un contrefort rigide, avec un semelage relativement large pour avoir une bonne stabilité, dans lesquelles on arrive plus facilement à rentrer des coques talonnières, mais les papas, les mamans, souvent font preuve de beaucoup d'inventivité pour arriver à trouver des chaussures en allant à droite à gauche. Le problème, c'est que ça demande un certain budget, parce que c'est des enfants qui usent assez rapidement leurs chaussures. Ça, c'est juste pour vous montrer un exemple. J'avais un enfant qui était suivi en Allemagne, et avec un appareillage fait en Allemagne de coque talonnière, avec un effet 3 points sur un appareillage très rigide, avec un manchon interne et avec un effet 3 points d'appui médial, de contre-appui antérieur au niveau du bord externe du pied, qui permettait de traiter. On ne fait pas trop ce genre d'appareillage en France, mais vous voyez que le principe est le même. Et quand on a une déformation qui est fixée en varus équin ou en valgus avec hallux valgus, subluxation astragalo-scaphoïdienne, et c'est à ce moment-là que on peut, avec une chaussure sur mesure, permettre à la fois de compenser les déformations, de bien répartir les appuis pour soulager les douleurs et de fournir une stabilité suffisante au niveau de la marche, en essayant de faire quelque chose qui soit le plus léger possible. Et donc là, vous avez le cas d'un jeune homme avec un varus équin d'un côté, un équin valgus fixé de l'autre côté, des déformations au niveau de l'avant-pied. Là, on voit bien, malgré la déformation en varus, le fait qu'on a un équin au niveau de l'arrière-pied, et un jeune homme pour qui on a fait faire des chaussures sur mesure, qui permettent du coup, avec une base d'appui suffisamment large, avec un déjeté interne d'un côté déjeté interne du côté du valgus et déjeté externe du côté du varus, de restaurer une stabilité suffisante, un appui stable, une bonne répartition des appuis pour avoir à la fois quelque chose de confortable, de fonctionnel, de facile à enfiler, avec une ouverture très antériorisée. Et puis le côté esthétique, avec des converses, pour avoir quelque chose qui fasse pas trop orthopédique et un peu à la mode.
Une dimension importante, c'est la dimension scientifique. Vous savez que c'est important qu'on puisse prouver l'efficacité des appareils et de choisir le type d'appareil qu'on utilise en fonction d'éléments de preuve scientifiques. Et donc du coup j'ai pris le parti, je ne le fais pas toujours pour tout, mais de vous montrer un petit peu des études scientifiques qui évaluent l'appareillage de marche chez l'enfant paralysé cérébral. Alors, c'est surtout sur l'appareillage suropédieux de marche qu'on a des études qui ont été faites. Je vous encourage vivement à lire une revue de la littérature qui a été supervisée par ASPO. Donc ça date de 2008, mais c'était une conférence de consensus, mais ça a été publié en 2011. On peut le télécharger sur le site d'ASPO, ça entraînera à la fois votre anglais, votre esprit critique et votre démarche scientifique. Et donc ce que ça montre, alors il y en a des pages, hein, donc je ne vais pas tout vous dire, mais ce que ça montre, c'est qu'il est prouvé que les orthèses suropédieuses améliorent la vitesse confortable de marche chez l'enfant paralysé cérébral hémiplégique, que ça diminue le coût énergétique, que ça permet d'améliorer la longueur du pas et la durée de simple appui, et qu'il n'y a pas d'effet rémanent, il n'y a pas d'effet à long terme. C'est efficace quand l'enfant les porte, mais quand il les enlève, ils marchent comme avant qu'il les mette. Il y a eu ensuite une autre étude que je ne vous ai pas mise là, qui a été publiée plus récemment par une équipe française de Rennes, sur une revue de la littérature, qui permet de montrer que les attelles en carbone chez les enfants diplégiques sont plus intéressantes que les attelles standards en PE. Au niveau de l'appareillage de posture, il y a eu des études qui ont été faites, j'ai fait une revue de la littérature qui montre que il n'y a pas de preuve que l'appareillage des hanches permette de prévenir la dysplasie. Et ça, probablement parce que il y a de grosses différences dans le type d'appareil qui peut être fait d'une équipe à l'autre. Donc du coup, c'est difficile quand on met toutes ces études ensemble sur des appareils très différents, des enfants très différents, de prouver qu'il y a une efficacité. Mais ça n'empêche pas qu'on pense que quand c'est bien fait à temps, chez des enfants chez lesquels on est encore au stade de la prévention, ça participe à prévenir la dysplasie. Une des choses qui est prouvée, c'est que quand il y a un équin chez un enfant diplégique ou hémiplégique, si on fait des plâtres successifs de réduction d'équin, ça permet de récupérer de meilleures amplitudes de flexion dorsale, de diminuer la spasticité de façon durable, d'améliorer au niveau de la marche la flexion dorsale de cheville en phase d'appui, une fois qu'on enlève le plâtre, hein, bien sûr, de permettre un allongement de la longueur du pas, et que cet effet, il est durable, mais il est limité dans le temps, ça ne dure pas 10 ans, ça dure quelques semaines, et que c'est nécessaire de l'entretenir. Par contre, il y a très peu d'études disponibles sur les orthèses de posture nocturne anti-équin. Je vous ai sorti celle-ci, qui est une étude de motricité cérébrale qui date de 2010, qui est une attelle qui évaluait deux types de traitements orthopédiques, des plâtres d'allongement et des orthèses dynamiques chez des enfants paralysés cérébraux sur 10 cas. Alors c'est une étude qui est intéressante mais qui a des limites. Ça a des limites parce que ça n'a concerné que 10 enfants, donc c'est une petite série, et c'est une étude rétrospective. C'est-à-dire que on a étudié les dossiers de ces 10 enfants, mais que l'étude s'est attachée au suivi sur 3 ans des enfants, mais c'est quand on a décidé de faire l'étude qu'on a récupéré les dossiers, on a regardé ce qui s'était passé sur 3 ans. Donc ça, forcément, il y a un biais, puisqu'on sait déjà, au moment où on a fait l'étude, dans quel état sont les enfants après. Donc il n'y a pas d'effet en double aveugle. Et l'autre biais, c'est que, en fait, c'est des enfants pour lesquels ils avaient, au départ, ils utilisaient des orthèses articulées avec une sangle de traction en flexion dorsale, mais donc qui n'autorisaient pas de flexion plantaire, hein, et l'orthèse était articulée, mais on mettait la sangle, on tirait au maximum et on laissait toute la nuit. Et puis, à un moment donné, ils ont décidé, dans ce centre, de changer et d'utiliser
une orthèse articulée avec une articulation ultraflex, donc qui permettait une flexion plantaire et un rappel en flexion dorsale. Mais le problème, c'est qu'ils ont comparé les attelles ultraflex à l'orthèse avec les sangles qu'ils utilisaient avant. Et donc ils ont d'abord utilisé les orthèses articulées avec une sangle de traction en flexion dorsale, et puis ils sont passés à l'ultraflex, et donc ils ont comparé, mais dans le temps, sur des enfants qui avaient grandi entre-temps. Et donc le protocole, c'était de porter l'attelle de nuit 10 heures sur 24 heures, la nuit, et si jamais la flexion dorsale diminuait et que les amplitudes de flexion dorsale étaient de moins de 10 degrés, alors ils faisaient des plâtres d'allongement. Et leur paramètre d'évaluation, c'était à la fois les amplitudes et de voir de combien de plâtres ils avaient eu besoin. Et donc, quand il y avait une perte d'amplitude, ils le mesuraient. Donc sur la période 1, c'est-à-dire les anciennes attelles, ils notaient qu'ils avaient des pertes d'amplitude. Ils étaient obligés de faire des plâtres, et quand ils comparaient les deux périodes, ils se sont rendus compte que malgré la croissance, ils avaient besoin de faire moins de plâtres avec les attelles ultraflex qu'avec les autres attelles. Et donc, ça tend quand même à montrer que on a, avec les attelles ultraflex, une meilleure tolérance. Quand on leur demandait combien de temps vous avez porté les attelles, eh ben, ils disaient qu'ils les portaient plus longtemps, les ultraflex, que ce qui portait les autres attelles avant. Et on avait besoin de faire moins de plâtres. Donc voilà, des biais méthodologiques, mais quand même une tendance à montrer que il semblerait qu'il y ait une meilleure tolérance, une meilleure observance et une meilleure efficacité avec les biais dont on a parlé. Une autre étude qui n'est pas encore publiée, alors ça date un petit peu, mais donc il n'y avait que le design de l'étude et je ne l'ai pas vu publié pour l'instant. Le but était de comparer 3 groupes de 22 patients paralysés cérébraux avec, dans un groupe, une attelle knee ankle foot, donc cruropédieuse, rigide, une avec une cheville articulée, et un groupe témoin à qui on ne faisait rien, et on mesurait les amplitudes de flexion dorsale de cheville sur chaque groupe, une analyse quantifiée de la marche et une échographie du triceps dans chacun des 3 groupes. Bon, ça date un petit peu, ça datait de 2012 et je ne l'ai pas vu publier encore cette étude, donc je ne sais pas ce qu'il en est advenu. Peut-être qu'ils n'ont pas réussi à prouver d'efficacité et que du coup ils ne l'ont pas publié. Plus rapidement, les orthèses de posture au niveau du membre supérieur, dans lesquelles, là je vous ai mis un exemple d'orthèse antébrachiophalangienne pour un enfant qui a une main très fléchie, avec des doigts fléchis, avec une rétraction partielle, et vous voyez qu'on essaye de positionner le poignet en légère extension. Chez lui, ce n'était pas un problème, mais dans certains cas, on peut avoir aussi une flexion du carpe. Ouverture partielle de la métacarpophalangienne, on ne met jamais en extension complète une métacarpophalangienne, mais en général, on garde une légère flexion entre 30 et 40 degrés, et puis extension à 10-20 degrés au niveau des interphalangiennes. Attelle de posture nocturne également. Et puis là, une attelle de fonction. Alors ce qu'on utilise le plus, c'est les attelles de première commissure, parce que ce qu'on a très fréquemment, c'est une tendance dystonique ou spastique à avoir une adduction et une flexion du pouce. Et donc avec une attelle de première commissure, ou rigide, ou souple, avec un tour au niveau du poignet et un effet de traction sur le premier méta. Vous voyez, là, c'est la photo du même patient où on voit cette adduction et cette flexion de l'interphalangienne au niveau du pouce qui fait qu'il n'arrive pas bien à prendre parce qu'il ne peut pas opposer le pouce et l'index. Et avec l'attelle, vous voyez qu'il arrive à avoir une bonne opposition et donc une prise pouce-index beaucoup plus fonctionnelle. Au niveau des corsets sièges, comme c'est un sujet très compliqué, avec de multiples possibilités, de multiples paramètres à prendre en compte, je vous ferai le cours
en séance directe avec des vidéos, des discussions, des exemples. Donc je vous renvoie à ce cours avec une présentation qui sera disponible sur INIAM. Appareil de verticalisation, le but c'est de donner une position debout à l'enfant qui n'a pas de position debout ou pas de position debout fonctionnelle, en stimulant les réactions antigravitaires et également de prévention orthopédique, de la dysplasie de hanche, des rétractions en flexion au niveau des genoux, et ça nécessite bien sûr que l'enfant soit également bien positionné au niveau des pieds. Et donc c'est ce qu'on appelle aussi des gouttières pelvipédieuses ou appareil de verticalisation qui peut être antérieur ou postérieur. On préfère antérieur parce que c'est plus physiologique, mais chez les enfants qui n'ont vraiment pas du tout de réaction ni au niveau du dos ni au niveau de la tête, le fait d'avoir quelque chose de postérieur, ça permet également d'avoir un appui-tête, un maintien au niveau du dos. Donc l'antérieur nécessite un bon contrôle des hanches et du bassin. Le postérieur peut être plus passif. Les objectifs d'un appareil de verticalisation, c'est, donc je vous l'ai dit, orthopédique, mais également éducation posturomotrice pour donner une position debout, pour permettre de meilleures perceptions à ce niveau-là et des interactions. Également sur le plan psychosocial, d'habituer l'enfant à cette position, de lui donner un regard debout sur le monde autour, et également que le père le voit en position debout. Et puis les effets physiologiques sur le plan digestif, de minéralisation osseuse, respiratoire, cardio-circulatoire. Tout ça, c'est des choses qu'on suppose, mais les différentes études qui ont été faites n'ont pas permis de montrer qu'il y avait une amélioration significative, là encore, pour des questions méthodologiques, parce que le type d'appareil, les situations des enfants sont très différentes, les durées de port sont différentes, mais on suppose quand même que c'est important sur le plan physiologique et bénéfique. Et donc là, on a un appareillage antérieur chez un enfant qui a quand même des réactions de redressement, donc on ne monte pas jusqu'au niveau sternal, il tient sa tête, il tient le haut du dos. Parfois, chez des enfants chez lesquels on souhaite faire quelque chose d'antérieur, qui ont un maintien, mais soit c'est fatigable, soit parfois ils ont tendance à se rejeter en arrière, on peut, sur un antérieur, rajouter, alors soit en fixant en dessous du bassin une tige avec une tige à 90 degrés et un appui-tête ou un appui-dos pour limiter les réactions de rejet en postérieur, soit ça peut se fixer par des sangles au niveau de la partie tronc. Voilà, parfois on est amené à faire antérieur avec un appui-tête ou un appui-dos quand il peut y avoir une fatigabilité ou des réactions de rejet en postérieur. Là on n'est plus tout à fait dans l'appareillage, mais plus dans les techniques, les aides à la déambulation. C'est important que vous sachiez en quoi ça consiste. Il y a ce qu'on appelle des déambulateurs. Alors, déambulateurs antérieurs. Chez l'enfant diplégique, ce qu'on utilise plutôt, c'est ce qu'on appelle les K-walkers, déambulateurs postérieurs à roulette, qui permettent d'avoir un meilleur positionnement, un meilleur redressement. Il y a ce qu'on appelle les flèches, qui est une espèce de moto sur lequel l'enfant va être positionné et où il va pousser avec les jambes pour se déplacer. Et l'équivalent en grand appareillage, c'est les selles moulées sur base roulante type Motilo, ou bien il y a REC qui fait aussi d'autres types de supports, et le Triskelo qui est une espèce de siège sur base roulante. Ça, c'est également dans le cours sur l'appareillage en position assise que je vous montrerai le type d'appareillage qu'on peut utiliser. Et puis, dans les aides techniques, il y a également les fauteuils roulants. Alors, fauteuil roulant, c'est pour les enfants dont on sait qu'ils ne marcheront pas, mais aussi pour les enfants dont on sait que la marche interviendra de façon tardive, éventuellement partielle, c'est-à-dire qu'ils pourront marcher un petit peu, mais ils ne passeront pas leur temps en position debout.
Et donc c'est important de pouvoir le mettre en place précocement et de préparer les parents, parce que des fois c'est une étape difficile d'accepter que son enfant ait besoin d'un fauteuil roulant. Et parfois ça veut dire renoncer à la marche, mais parfois il faut pouvoir expliquer qu'on ne renonce pas à la marche, mais que de la même façon qu'eux, ils utilisent la voiture pour aller faire leurs courses, leur enfant, peut-être que oui, il va marcher à l'intérieur de la maison, mais que pour de plus longues distances, il aura besoin d'un fauteuil roulant, et que le mettre en place précocement, c'est donner à l'enfant la possibilité de gagner en autonomie, et que de lui donner plus d'outils pour se déplacer, c'est important pour son développement cognitif, pour son éveil, pour son équilibre psychologique. Alors ça peut être fauteuil manuel, ça peut être fauteuil électrique, et donc dès que l'enfant commence à avoir la possibilité de l'utiliser, c'est aussi, en termes d'image de l'enfant, en termes d'autonomie, une étape par rapport à la poussette dans laquelle c'est uniquement les parents qui vont le déplacer. Autre exemple, le trotte-lapin, qui est une espèce de coussin rigide sur lequel l'enfant va se mettre à califourchon en position dite petit lapin pour éviter les positions délétères au niveau des hanches de station en W qui risquent d'aggraver les déformations orthopédiques. Et donc ça, c'est pas du grand appareillage. C'est parfois les ergothérapeutes ou les kinés qui les confectionnent. Parfois, bien qu'il n'y ait pas de référence à la LPPR, quand il y a d'autres appareillages, ça arrive que les orthoprothésistes dépannent la famille en confectionnant quelque chose quand on n'a pas forcément les professionnels qui peuvent le réaliser. Et puis, on va terminer assez rapidement sur un chapitre pour évoquer l'adulte atteint de paralysie cérébrale, parce qu'il ne faut pas perdre de vue le fait que les enfants vont devenir des adultes et que si la pathologie neurologique est stable, les complications orthopédiques, elles continuent à évoluer. Et puis qu'il y a la problématique du vieillissement qui va intervenir également. Et puis il y a le cap de l'adolescence qui n'est jamais facile à gérer pour des parents, mais pour des parents d'enfants atteints de paralysie cérébrale, eh ben, l'enfant paralysie cérébrale, il va avoir sa crise d'adolescence, il va tout remettre en question, et donc il y a un cap qui est un petit peu compliqué à gérer. Et donc il y a des facteurs de risque de dégradation chez l'adolescent paralysé cérébral. D'une part parce que l'ado, il va grandir, donc du coup relativement par rapport à sa taille, il va prendre en poids, et le fait de prendre du poids, ça va donner plus de travail aux muscles, et globalement le ratio poids-puissance, il va se détériorer chez l'ado paralysé cérébral, qui n'a pas la même marge de manœuvre, qui ne va pas gagner en musculature de façon aussi importante qu'un ado normal, entre guillemets, et du coup, l'énergie qu'il va devoir déployer pour mouvoir son corps va être proportionnellement beaucoup plus importante, et lui, il n'a pas la même marge de manœuvre. Et donc, il y a un risque que, même s'il gagne un petit peu en muscle, par rapport au poids qu'il a à déplacer, sa puissance diminue. Parallèlement, comme n'importe quel ado, il va passer plus de temps à geeker sur son téléphone, sur son ordinateur, à regarder des vidéos sur YouTube, et il va avoir tendance, pour les enfants qui marchent un petit peu mais qui passent du temps en fauteuil roulant, à passer plus de temps en fauteuil roulant, plus de temps sur le canapé, moins de temps à marcher, à faire des activités physiques. Et c'est jamais bon pour un ado quel qu'il soit, mais chez un enfant paralysie cérébrale, ça peut être un facteur de perte sur le plan fonctionnel. Et puis l'ado, il va dire à ses parents qui le font chier, comme n'importe quel ado, qu'il n'a pas envie d'aller chez le kiné, qu'il en a marre, que depuis qu'il est tout petit on lui fait faire de la kiné, et là maintenant il est grand, c'est lui qui décide, et il ne veut plus faire de kiné, il ne veut plus mettre ses attelles, il ne veut plus aller chez le docteur, et dans certains cas,
les parents arrivent à maintenir le cap, et puis dans d'autres cas c'est un peu plus compliqué. Et donc voilà, il y a un risque de dégradation à ce moment-là, et puis après, donc ça c'est plus à l'âge adulte, le vieillissement il va intervenir plus précocement. Chez les adultes qui se déplacent en fauteuil roulant manuel, ils vont beaucoup plus utiliser leurs membres supérieurs, pareil s'ils marchent avec un déambulateur ou avec des cannes, et donc avec un risque d'avoir des problèmes de tendinite au niveau des épaules. Parfois chez les enfants dystoniques, ils vont avoir des dystonies au niveau du cou avec un risque de hernie discale ou au niveau du cou ou au niveau du dos. Donc voilà, toutes ces pathologies de vieillissement vont arriver plus tôt chez les personnes paralysées cérébrales. Alors, pas chez l'enfant très fonctionnel avec une atteinte légère, mais dans les stades moyens déjà, on a un risque de détérioration avec des pathologies de surutilisation. Et puis, chez les enfants qui ne marchent pas du tout, ou presque pas, un risque d'ostéopénie, d'ostéoporose, avec des risques de fractures auxquels il faut être très vigilant.